Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien, et normalement ça devrait bien aller vu ce qui se passe sur les marchés. Bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi, on va parler de Bitcoin, on va parler de la vue d'un... je vais parler vite fait du point de vue d'un portfolio manager d'un fonds de crypto qui pense que selon lui on va probablement continuer à monter, peut-être pas forcément à partir des prix actuels, mais que le bottom en tout cas est in et que les 30 000 on n'irait pas chercher en dessous. Et à ce niveau-là, je suis assez intéressé d'avoir votre avis. On va parler vite fait d'Ethereum également et de tout ce qui se passe avec EIP 1559 qui a été implémenté et on commence à brûler pas mal d'Ethereum. Donc voilà. En dehors de ça, on va pas parler d'autre chose. Et je sais que j'avais dit qu'on parlerait d'alt dans la vidéo, mais je vais attendre lundi parce qu'aujourd'hui on a un ensemble de contenus, notamment d'un point de vue fondamental, et qui pourrait être assez intéressant. Et j'ai pas envie de surcharger la vidéo plus que nécessaire. Donc avant de faire la vidéo sur la plateforme, enfin l'analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, je voulais justement parler du point de vue de Avi Feldman, qui est portfolio manager, enfin co-portfolio manager chez Block Tower, qui est un fonds qui a réussi à surperformer BTC tout au long de 2020-2021, dans le sens ils ont fait une plus-value sur portefeuille qui était supérieure à 300%. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fonds qui sont capables de dire voilà, on a fait plus qu'on a fait 200% sur l'année 2020-2021, ce qui est super, mais que généralement, lorsque ce genre de fonds, vous faites appel à leur service, bah, vous payez des frais. Et que si vous aviez une simple exposition à Bitcoin dans votre portefeuille, eh ben, vous auriez pu faire 200% également, et ceci sans les frais. Donc lorsque vous entendez des gens et des fonds qui vous disent voilà, j'ai réussi à faire 200%, c'est super, mais il faut remettre parfois les choses en contexte. Et à ce niveau-là, Block Tower ont réussi à surperformer BTC. Alors, l'avis d'Avi Feldman, c'est que, vous pouvez regarder son nom, où est-ce qu'il est, Avi Feldman, ça s'écrit comme ça, vous pouvez regarder sur son Twitter. Et dernièrement, il a fait une interview sur Openly, qui est une émission vraiment que je vous recommande, qui diffère pas mal de tout le contenu que vous pouvez trouver sur le YouTube français. Et qui vous donne vraiment des analyses qui sont assez intéressantes. Alors il explique que selon lui 30 000 c'était le bottom, et je suis assez curieux de savoir c'est quoi votre avis, si vous pensez que justement on peut revenir en dessous des 30 000, s'il y a encore des gens parmi vous qui attendent qu'on descende à 24, 20, voire 17 000 pour acheter du BTC, pour avoir une plus grosse exposition. Je suis assez curieux d'avoir votre avis à ce niveau-là. Moi personnellement, je pense que 30 000 c'était le bottom, c'est ce que j'avais expliqué déjà dans différentes vidéos. Je m'attends pas à forcément, enfin, c'est un peu difficile de dire que voilà c'était le bottom et qu'à partir du moment de niveau où on est actuellement, on va résumer le bull market. Je ne sais pas, mais c'est l'avis d'Avi Feldman et j'aurais tendance à le partager. Alors il y a plusieurs choses en fait qui selon lui sont importantes à être notées. La première, c'est que voilà, on est dans on a des participants de marché qui sont totalement différents de ce qu'on a eu auparavant, où auparavant c'était beaucoup de retail. Aujourd'hui on a beaucoup plus d'investisseurs institutionnels, on a beaucoup plus aussi de leviers, on a beaucoup plus d'influence au niveau des options. Je ne vais pas trop me lancer là-dessus parce que les options j'y connais pas grand chose. Et il explique que voilà, lorsqu'on est revenu au-dessus des 30 000, alors là c'est pas indiqué, mais il expliquait ça au sein de la vidéo, il a vu un ensemble d'ordres, mais vraiment des gros ordres de plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été, on va dire, avalés, mais qui faisaient office de support et qui ont poussé le marché vers le haut. Donc des gros blocs d'offres de demande pardon, qui étaient à 30, 31, 32, et c'est ça qui fait que l'offre a continué à monter, et c'est ça qui fait que selon lui, 30 000, c'était le bottom. En dehors de ça, il y a encore tout l'espace autour de ce qui se passe au niveau des cryptos. Il explique que lui, il voit des chèques qui sont signés toutes les semaines, qui sont des chèques de l'ordre de centaines de millions de dollars également, et qui sont signés pour être investis au sein d'actifs crypto. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, personnellement, me travaillait lorsqu'on était à 30 000, à 27 000, etc. Enfin, à 28 000, on n'est jamais descendu à 27 000, mais qui me travaillait intérieurement, et lui, il vient un peu confirmer
ce genre d'intuition que j'avais, mais que je ne pouvais pas forcément formuler parce que j'ai très peu de données sur le sujet. Alors là, je ne peux que croire son avis, mais je trouve qu'il est intéressant dans le sens où il explique que voilà, il y a énormément de gens qui sont investis à hauteur de grosses sommes d'argent, et ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont investis avec des sommes qui sont autrement plus grandes que vous et moi, et que le marché, ça ne fait entre guillemets pas sens, on va dire entre guillemets, qu'il continue à cracher. Dans le sens où il y a tellement d'argent qui sont investis que un bitcoin et des cryptoactifs qui vont à zéro, en fait, c'est probablement très peu envisageable. Alors je dis cryptoactifs, mais ça c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a toujours des choses comme, je sais pas, tout ce qui se faisait sur BSC, tout ce qui se faisait sur, enfin je pense par exemple à Shiba, je pense vraiment à tout ce qui se faisait notamment sur la BSC. À mon avis, ça potentiellement aller à zéro. Peut-être pas Shiba, mais on risque d'avoir des pommes de temps en temps, mais ça sera un shitcoin qui, sur le long terme, ne va peut-être pas super bien performer en fonction de votre entrée. Donc voilà, c'est simplement une petite parenthèse, mais une dernière chose qu'il explique aussi et qui est très intéressant, c'est qu'il y a des acheteurs patients qui attendent les 35 000 pour acheter. Et que ces acheteurs patients, ils risquent de devenir très impatients si on ne se traite pas à 35 000 dans les 2 semaines. Et c'est ça qui pourrait en fait continuer à driver les prix beaucoup plus haut. Et là, j'aurais tendance à être d'accord avec lui. Alors, on va regarder le chart en daily d'abord. Petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50%. Vous tradez les cryptos, tout comme le marché, les index et les paires Forex. Alors là, on a une cassure de structure, enfin une continuation de structure de marché haussière, dans le sens où on passe au-dessus de ce high ici. Alors il faut voir si on ne va pas faire un SFP, ce qui sera assez moche, dans le sens si on clôture le daily sous les 42 000, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément génial et qu'on potentiellement part vers un double top ici. Si on a le double top qui vient se confirmer en plus, bah là on est potentiellement bon pour aller beaucoup plus bas, mais on va regarder ça dans un instant. Je veux vite continuer avec l'analyse ça correspondrait à ça, on pourrait avoir une mèche qui vient chercher les 34 000 et on resterait encore tout à fait positif en termes de structure de marché, ça ferait un truc comme ça. Et on reste encore positif sur une échelle de temps beaucoup plus macro. Ça pourrait se faire, on va en parler dans quelques instants. Je ne sais pas encore. Mais ce qu'il dit, Andy Feldman, c'est que justement, si on ne vient pas au cours d'un certain temps, et l'interview, elle date d'hier, hein, donc il explique, si on ne vient pas se trader à 35 000 au bout de 2 semaines, ce qui ne fait pas grand-chose, hein, ce qui nous met plus ou moins ici, et que, imaginons, on ait une cassure ici, mais qu'on continue à se trader ici pendant un certain temps, plus on est loin d'ici, plus il risque d'y avoir d'impatience par rapport à tous ces gens qui n'ont pas acheté justement, enfin qui n'ont pas eu l'opportunité, qui attendaient justement un retest ici, qui n'ont pas eu l'opportunité d'acheter, et c'est ça qui risquerait en fait de continuer, enfin d'apporter davantage de liquidité, de faire que le bull market continue. Ça c'est un scénario parmi tant d'autres. Moi je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, je préfère regarder davantage les charts plutôt que de trader des idées, et c'est ça qu'on va faire actuellement. Alors, je ne vais pas parler de l'hebdo. On va regarder vite fait l'hebdo, mais je ne m'attends pas à ce qui est forcément quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est juste, enfin, c'est assez bullish. Hein. Globalement, ça c'était notre résistance. Éventuellement, on pouvait prendre la résistance comme ça. On est clairement passé au-dessus. Et ça, c'est assez positif. Si je regarde ce chart, j'aurais tendance à dire qu'on va venir chercher au moins ça, voire potentiellement au-dessus. Et donc 45, ça correspond aussi avec ce que j'avais déjà dit au cours des semaines précédentes. Ça correspond à une zone où je voudrais prendre un short pour aller retester justement les 35 000. Et il faut voir si ça, ce serait éventuellement possible. Si on continue ici, qu'on a une cassure ici, ça ne serait pas génial. Parce que du coup, on aura une cassure de structure de marché en daily. On viendrait chercher ça ici et il faudra peut-être attendre un certain temps avant de monter. Donc, est-ce qu'il faudrait privilégier ce genre de scénario-là ou bien justement le genre de scénario ici, ça ce sera à voir. Pour le moment, j'en sais vraiment rien, c'est deux idées comme ça et tout ce que je peux faire, c'est simplement trader les charts. Donc comme je viens de l'expliquer, si en daily, demain matin, en fait, on a une clôture sous les 42 000,
j'aurais tendance à faire très attention parce qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'on va avoir un double top. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que peut-être qu'on va faire une espèce de formation en triangle ascendant avant de continuer. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Globalement, je préférerais prendre des logs. Et vu ce qui se passe en intraday, j'aurais tendance à dire qu'on est davantage bon pour continuer à monter. Donc, ouais, vraiment, il faut voir ce qui va se passer ici. On peut déjà attendre de voir ce qui va se passer au cours du 4 heures. En attendant, jouer l'uptrend, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai pris un petit log, alors je sens qu'il y a des gens qui vont dire ouais mytho, mais si vraiment j'ai pris une position ici à 37 500 et je suis pas encore sorti parce que je veux sortir plus haut. Je pense qu'on peut continuer encore à aller plus haut. Mais c'était une petite position spot de toute façon, c'était pas avec de l'effet de levier, donc c'était pas super, c'était pas une grosse position. Et là, tel quel, je me dis qu'en fait, on peut continuer à faire un truc comme ça. Si jamais on a un rejet ici, je continue à être positif et le stop se mettrait ici en dessous. Dans le sens où on a cette consolidation ici, et j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas censé revenir en dessous. Si on revient ici en dessous, le scénario dans lequel on commence à trader comme ça ici pendant un certain temps avant de remonter est celui que je traderai. En attendant, je suis pas dans l'idée de shorter ça. Prendre des longs vraiment dans cette zone ici, aux alentours entre 39,8 et 37,7, ça fait une grosse zone, je sais, mais c'est la petite consolidation qu'on a eue avant la montée et c'est davantage dans cette zone que je voudrais prendre un log. Ça c'est si on vient faire effectuer ce triangle ascendant. Si on vient casser en dessous, il faudra, je pense vraiment qu'il faudra penser à davantage chercher à acheter à 35 voire 34 000. Donc les zones d'achat c'est ici, et c'est tout. Et en termes de short, il faudra attendre 45-46. Encore, c'est un truc qui n'a pas changé depuis la semaine passée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour BTC. J'ai vraiment pas grand chose en plus à dire. Je prends le trading de manière assez peace dernièrement. Et on va parler vite fait d'Ethereum parce que Ethereum, EIP 1559, voilà, a été lancé. Et selon les sources, alors ça dépend parce que ici The Block dit que voilà, mais j'ai pas envie, merci. Ils ont brûlé, alors il faut voir quand est-ce que l'article a été écrit, mais à l'époque ils ont dit voilà, ils ont brûlé 213 Ethereum, ce qui fait plus ou moins 600 000 $. Et selon les sources, ici ils expliquent que ils ont brûlé davantage 400 000 $ d'Ethereum par heure depuis en fait qu'il y a eu l'upgrade, ce qui fait que ça fait plus ou moins 2 Ethereum par minute, ce qui est assez énorme. Et en termes de blocs, ça rend pas encore, vu qu'on a quand même 6000 blocs tout par jour et que chaque bloc en fait comprend presque 3 Ethereum. C'est pour ça que ça me paraît un peu étrange hein, ce 2.3 Ethereum. Et à mon avis, c'est le mécanisme de burn va avoir aussi tendance à fluctuer et à évoluer avec le temps. Donc en attendant, voilà, on a quand même un ensemble d'Ether qui commence à être brûlé. Et pour le moment, Ethereum n'est pas encore en mode déflationniste, mais avec un circulating supply qui commence à diminuer. Mais en tout cas, l'augmentation du supply va être beaucoup plus ralentie, ce qui fait que Ethereum, en ce moment, on est à un... Où est-ce que c'est marqué ? Ici, capitulation. L'ensemble des Ethers est à 116 millions et je crois que ça a gagné 20-25 millions d'Ethers ces 2 dernières années. Donc cette augmentation risque de reculer, et, enfin de baisser et de davantage être réduite. Et à voir si en fait on va au bout d'un moment vraiment venir diminuer ce supply. Ça, ce serait assez intéressant. Donc voilà, on va regarder vite fait ce que donne Ethereum d'un point de vue chartiste. Bitcoin, j'en ai déjà parlé. Hein. Et ouais, on va attendre de voir comment ça se passe.
J'aurais tendance à dire que 40 000 ça devient quand même une zone, enfin, quand je regarde en daily ça devient normalement une zone de support. Et par rapport aux achats, à voir vraiment. Mais je reste positif là-dessus. Et Ethereum, alors au cours des semaines précédentes, je vous avais déjà dit, voilà, double bottom, la target en toute logique c'était 2008, et qu'on avait, avant ça, on avait une target intermédiaire à 2006. On est venu chercher 2006, on est venu chercher 2008, vraiment, tout est assez, enfin, c'est assez bien suivi. Là maintenant, ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est qu'on arrive sur un niveau de résistance. On peut voir cette résistance ici, 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 ici. Alors on a déjà venu chercher, la liquidité ici, donc ça c'est positif. Et à mon avis, on va très probablement se manger une résistance ici et potentiellement faire quelque chose comme ça avant de continuer à monter. Voire ouais, 2006, 2005, c'est là aussi que je voudrais acheter sur Ethereum. Pour à nouveau un trade vers 2008, 2009, voire avoir la cassure, à partir de ce moment-là, aller chercher beaucoup plus haut, voire aller chercher les 3000. Ça, c'est ce que je voudrais voir sur Ethereum. Et vraiment, on peut voir, on a aussi un bloc ici qui fait que c'est vraiment dans cette zone que je voudrais acheter. Donc 2006 à 2004. Je suis pas chaud pour shorter ça pour le moment parce que ça tombe, on peut directement monter. On peut voir que la montée sur Ethereum était assez, vraiment solide. Et c'est ici qu'on veut acheter. Ethereum contre BTC, très puissant aussi. Alors, on a eu ce rejet ici qui était quand même assez dégueulasse. Et c'est parce qu'en fait Bitcoin est en train de reprendre ses droits par rapport à Ethereum. Il y a eu quand même tout un trade buy the rumor. Et là on peut dire que c'est un peu sell the news après EIP 1559. Et je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça a évolué. Dans tous les cas, si on revient dans la zone ici des 0.006, c'est ici que je voudrais vraiment acheter pour jouer une continuation, voire peut-être faire un truc de genre là et aller chercher plus haut. Ça c'est vraiment en daily. Je ne tiens pas à chercher beaucoup plus loin sur Ethereum contre BTC. Et je ne sais pas si ça va arriver, mais si on a une retrace à 0.06, c'est là que je suis intéressé pour acheter, et on pourrait continuer. Ça ferait un trading en fait au sein d'un canal haussier, et donc ça pourrait être assez intéressant. Bon, j'ai encore un peu de temps, donc je vais regarder. Vous m'avez demandé de regarder dans la vidéo la semaine passée Fun Token, mais en fait je vois pas du tout c'est quoi, donc si vous pouvez préciser ce que c'est Fun Token, ça pourrait m'aider. Je vais pas faire d'analyse dans le doute, mais n'hésitez pas, si jamais il y a des tokens que vous voulez que je regarde, des coins que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour Ethereum et BTC, et je sais que j'avais parlé vite fait de projets NFT qui pourraient être éventuellement intéressants. La vérité c'est qu'on a vraiment eu une trop grosse montée au niveau des prix, dans le sens où voilà, CurioCard c'est le plus ancien projet NFT qu'il y a eu sur la plateforme d'Ethereum, plus ancien que les Punk, et j'aurais dû en parler dans la vidéo de lundi déjà, mais je la considérais assez longue et je voulais vous présenter ce projet. La vérité c'est que les prix ont déjà fait x10 depuis la semaine passée. Alors pour la petite histoire, moi j'ai acheté cette carte-ci, donc cette CurioCard future, au prix de 0.0888 BTC. Et là on peut voir qu'elle est à Ethereum, pardon, elle est à 0.82 Ethereum, ce qui fait que le prix a fait un x10. La personne qui m'a montré ces cartes, elle m'a dit voilà, tu devrais acheter une pomme. Sauf que la pomme elle coûtait un Ethereum et je me voyais pas mettre 2500 $ dans un JPEG. J'ai un peu la rage dans le sens où voilà, les prix sont montés à 12 et je peux me rendre qu'à moi-même. J'aurais dû faire cet investissement, mais j'ai eu des appréhensions. Donc à ce niveau-là, j'aurais tendance à vous dire que CurioCards c'était un bon projet, et même si j'en avais parlé lundi, on était encore à des prix qui étaient aux alentours de 0, enfin qui étaient inférieurs à ça vraiment. Et enfin, le projet a un peu explosé, donc ça va être compliqué d'en parler.
Un autre truc dont on m'a parlé dernièrement, c'est CryptoArtes. CryptoArtes. C'est ceci qui est le premier projet en fait de generative art en termes de sur la plateforme aussi d'Ethereum. Alors les prix aussi sont en train de monter, mais si vous arrivez à acheter un CryptoArtes, je sais pas, ça veut pas charger, c'est un peu relou. Un CryptoArtes aux alentours des 0.1 BTC, ce qui fait quand même 0.1 Ethereum, pardon, ce qui fait quand même 200-300 dollars, et ben c'est tout bueno pour vous. Et on peut voir que voilà, on a ce genre de choses ici. Alors ça, c'est à vous de voir. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'on peut évaluer ce genre de projet. Et lorsqu'il s'agit d'acheter les NFT, je me suis posé vraiment beaucoup de questions cette semaine. La seule réponse que je peux vous donner, c'est n'achetez pas des NFT pour essayer de faire de l'argent en fait. Parce que finalement, ce sont des JPEG, que c'est assez liquide, que vous ne savez pas où ça peut vous mener. Alors en ce moment, il y a toute une folie, donc ça pourrait continuer. Avec quelles conséquences, je ne sais pas, mais ça pourrait donner lieu à des choses qui sont assez catastrophiques vu la montée des prix. Donc en termes de rappel de grosses bulles qu'il y a eu au cours de l'histoire, ça pourrait vraiment donner une espèce de bulle, une espèce de bulle, de bulbe de tulipe. Et même si certains aiment faire la comparaison entre le bulbe des tulipes et BTC, à mon avis, c'est deux choses qui sont différentes et je pourrais expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je pourrais vous dire pourquoi c'est totalement différent. Mais pour faire court, la plus simple des raisons, en fait, c'est tout simplement la durée dans le temps. BTC, c'est pas un truc qui... la folie des bulbes des tulipes, ça s'est arrêté au bout de 6 mois, je pense. BTC, ça fait 10 ans qu'il est là. En ce qui concerne les NFT, il est possible qu'il y ait quelque chose d'identique qui se passe, qu'au bout de 6 mois, en fait, il n'y a plus rien. Que tous les NFT soient toujours là, mais qu'en termes de valuation, ce que vous voyez ici à 10 Ethers, ça ne vaille plus que, je sais pas, 100 fois moins potentiellement, beaucoup moins qu'un Ether en tout cas. Et donc, ça vraiment, vraiment faire attention lorsque vous voyez ce genre de prix ici. À 1,15. Donc ça c'est généré automatiquement. C'était le premier, on va dire, avant les cryptoglyphes. Alors cryptoglyphes, c'est des projets avec des NFT qui sont aussi évalués à des 10, 15, 20, 30 Ether par JPEG. Et là on est dans un autre délire. Donc ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Pour moi ça fait partie de CryptoArtes. Et Curio, ça reste des valeurs plus ou moins sûres parce qu'ils ont cette notion de voilà, c'était les premiers sur le marché. Mais dans tous les cas, si vous achetez des NFT, je pense qu'une bonne raison d'acheter un NFT, c'est de vous dire ok, c'est parce que j'aime bien l'idée qu'il y a derrière. J'aime Futur. La vérité, je trouve que le dessin, il est même moche. Ce qui m'a fait acheter, c'est le concept, c'est l'idée de se dire que voilà, c'était un des premiers. C'est un NFT qui fait partie de la première collection de NFT sur Ethereum. Donc historiquement, il y a l'idée du premier NFT. Et en plus de ça, c'est l'idée du futur. Parce que si vous regardez les Curio Cards, en fait, c'est les numéros 1 à numéro 10, en fait, c'est basé sur l'histoire de l'art. Donc ça commence par l'histoire, ça c'est très... c'est un peu l'histoire de l'art, l'histoire des chasseurs-cueilleurs. Comment est-ce qu'on est passé d'abord de chasseurs, cueilleurs, comment est-ce qu'ensuite on a évolué à partir de là en termes de nourriture, aller vers des baies, et qu'en fait les baies nous ont fourni des pigments pour aller plus loin. Je suis pas très très sûr en fait, je raconte certainement beaucoup de bêtises, mais on peut voir qu'ensuite on va vers la poterie, le numéro 5, je sais pas où il est, mais on va vers la peinture, numéro 6 vers l'écriture, numéro 7 je sais pas où est-ce qu'il est, bref, on va ensuite vers la littérature. Et le 10 en fait c'est le futur et c'est ce qui est encore à construire. Donc j'aimais bien un peu toute la petite histoire qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour ces deux raisons. Parce que voilà, de un j'aime bien l'idée. Et de deux il y a aussi potentiellement l'idée que ça peut prendre de la valeur. Enfin j'ai vraiment acheté ça. Enfin ça a vraiment fait x10. J'ai vraiment acheté ça ici. Donc je peux pas vous conseiller d'acheter ça quand vous voyez comment est-ce que ça part en sucette. Dans tous les cas, moi je me suis dit, si ça monte, parce que ça pourrait monter à 3-4 Ethers, si ça monte à 3-4 Ethers, je vends. Et puis on verra. Ici, le prix max, il est à 1 Ether, ce qui reste très très conséquent.
Mais ça me dérange pas de garder cet NFT, voire même s'il redescend à zéro. Voilà, et CryptoArte encore. Je suis pas super fan de ça. J'en ai pas acheté pour la raison où je me sens pas proche de ça. Et la seule chose qui fait que ça pourrait éventuellement monter, continuer à monter, c'est que voilà, c'était le premier generated computer generated NFT. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à checker les liens qui sont dans la description, à vous inscrire sur Prime XBT. C'est une superbe plateforme. Elle vous permet de trader différents marchés tout en gardant une exposition à BTC ou en stablecoin. C'est à vous de décider comment est-ce que vous voulez gérer votre argent. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graf en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.